Oui, hello tout le monde. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager et échanger sur ce mois de la femme, ce 8 mars. Je suis Latifa Jack et mon truc à moi, c'est le partage. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir comme invité le professeur, l'éminent professeur Massamba Gueye, avec qui nous allons partager sur ce mois de la femme, on parle beaucoup du 8 mars, mais sur ce 7 mars. Bonjour, je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation. Excusez-moi de saluer d'abord ceux qui nous écoutent et de prier pour cet espace aussi, parce qu'on a besoin d'espace de partage, d'espace d'intelligence, et les podcasts aujourd'hui doivent aussi, au niveau de l'Afrique, produire du contenu. On ne soit pas absent, comme on est absent sur l'espace du commerce international, comme on est absent sur l'espace aussi de la création technologique. Je pense que c'est bien qu'on ait des espaces comme ça pour, à l'occasion de mois, comme le mois de la femme, le 8 mars, revenir sur des choses qui nous ressemblent, revenir sur des choses qui sommes nous. Et on dit chez nous que ceux qui créent les espaces pour nous permettre de nous exprimer sont plus intelligents que ceux qui nous invitent à venir s'exprimer. Donc merci et vivement que cet espace-là vive longtemps. On va rentrer dans le vif du sujet. On a parlé du mois de mars, 8 mars. Tout le monde parle du 8 mars. Et je voudrais qu'on s'arrête un peu, que vous puissiez nous partager, nous raconter l'histoire de Talata Nder. Oui, c'est le mot, hein. C'est le mot, le 7 mars. Quand on parle de 7 mars, on revient à Talata Nder. Je rappelle que Talata en Wolof, c'est exactement mercredi. Oui, exact. Et Nder est un lieu. Donc, Nder est une localité qui se trouve dans le Waalo. Et quand Talata Nder est devenu un terme qui renvoie au refus, qui renvoie au non. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Talata Nder? Et quel est l'événement qui s'est passé ce mercredi-là, 7 mars 1820? Il s'est passé que des femmes se sont levées pour dire qu'on ne laisse aucun homme toucher nos corps et nous violer. C'est la base de l'histoire. Ces femmes-là étaient des femmes dirigées par une femme. Quelle femme? Une femme qui, plus tard, on le verra, a donné naissance à 2 autres femmes leaders. C'est la mère de Ndiembat Mbodj et de Ndate Yalla. Mais avant d'arriver dans les détails, je voudrais juste préciser dans quel contexte on est en 1820. En 1820, on est à 5 ans de la défaite de Waterloo. La France vient de perdre devant les Prussiens et les Anglais. Et les Anglais avaient décidé de remettre à la France l'enclave de Saint-Louis, parce que Saint-Louis était en ce moment possédé par les Anglais. Et la France, en ce moment, avait besoin, suite à cette guerre, suite à la chute de Napoléon et à l'installation de notre roi, Louis XVIII, ils avaient besoin d'espace. Et qu'est-ce que la France avait décidé de faire? C'est investir dans des terres agricoles et des terres d'où ils pouvaient tenir des revenus pour avoir du crédit foncier. C'est ainsi qu'ils ont décidé de reprendre Saint-Louis, mais de reprendre tout le Waalo et d'en faire le premier poumon économique, mais agricole. C'est très important parce que c'est dans tous les travaux, dans toutes les recherches, dans toutes les publications certifiées, ce sont ces faits qui sont avérés. En France, on vous parlera du naufrage du radeau de la Méduse qui a fait venir le gouverneur Swatch. Et ce gouverneur-là était le gouverneur qui devait venir pour développer le pôle agricole. Et le pôle agricole, c'était le pôle Waalo. D'ailleurs, beaucoup peut-être d'entre nous ignorent que Dagana a été créée en cette période-là, en 1819, la ville de Dagana. Ce n'est pas pour rien que la compagnie sucrière est aujourd'hui dans cette zone-là. Et en créant cette ville-là, l'idée, c'était d'avoir un point d'ancrage, et ce point d'ancrage-là devait solutionner les grandes questions. Donc, la grande question, c'était quoi? Comment avoir des terres agricoles? Comment faire des terres agricoles? Comment faire pour que le gouverneur signe un protocole avec le BRAC? Et ce BRAC-là devait quand même être un danger en ce moment-là. Il était un danger pour les gens du Fouta, parce que pour les gens du Fouta, si ce protocole-là est signé, cela veut dire qu'il y a une rupture. Pour l'émir du Trarza aussi, du côté de la Mauritanie, si ce BRAC-là signe une convention avec ce gouverneur-là, il y aura des problèmes, parce qu'ils ne pourront plus maîtriser ce chemin de passage. Donc, c'est dans ces conditions-là
qu'on arrive à ce que l'émir du Trarza lui-même attaque le Waalo. Et lorsqu'il attaque le Waalo, il y a une très grande bataille. Et lors de cette bataille-là, le Braque lui-même est blessé. Il est blessé, il a une fracture à la jambe. Et quand il va à Saint-Louis pour se faire soigner, le lendemain matin, les Maures du Trarza, avec leurs partenaires, se liguent et attaquent par surprise le Waalo, dans un village qui s'appelle Thiagar. C'est ça qu'on appelle Mbettum Thiagar. Mbet, ça vient du verbe bet, surprendre, ça veut dire la traîtrise de Thiagar. Ils les ont attaqués par surprise. En ce moment-là, vous entendez, il y a un orchestre qui se pense, c'est le Nombon ou le Stade Band qui parle de Yérim Mbagnick Mboye, ou en Waalo, dans le fameux morceau Waalo. Parce que Yérim Mbagnick Mboye, en ce moment, c'était lui qui était le garant. Parce que le Braque, Amari étant parti, lui, il s'est levé avec une armée, il a fait une résistance. Et comme ils sont surpris, ils sont attaqués. Attaqués par surprise, donc envahis. Et les femmes ont senti la débâcle des armées surprises. Et sachant que le Braque lui-même est à Saint-Louis en train de se faire soigner et que la traîtrise va fonctionner, c'est là que Fatim Khouriaye Mbodj, la mère de Ndaté Yalla, et c'est stratégique, et de Ndiamban Mbodj dit, ces deux-là sont les futurs leaders. Évacuons-les. Mettons-les en sécurité. Ils les ont fait sortir. Et après les avoir fait sortir, ils se sont enfermés pour dire il y a une solution. Ils ont pénétré notre terre par traîtrise, mais nos corps, nous les possédons. Si nous laissons ces gens arriver, ils vont nous violer et ils vont nous humilier. Mieux vaut mourir dans la dignité que vivre dans l'humiliation. À partir de ce moment-là, ils se sont enfermés sous la direction de Fatim Khouriaye Mbodj et ils ont mis le feu pour dire la violence du feu. Mais aucun cri. Dans tous les récits que nous avons, il n'y a pas un seul cri. C'était une mort volontaire. Mais c'était une mort qui allait permettre d'avoir le récit fondateur du pouvoir de la dignité. Au-delà du pouvoir de la femme, c'est du pouvoir de la dignité. Parce que ce qu'on va rappeler, c'est que cet acte-là est tellement fort que lorsque l'information circule, c'est tellement violent que les populations du Waalo se sont levées et ils ont anéanti totalement l'ensemble des armées étrangères qui avaient pénétré dans le Waalo. Donc c'est cette mort des femmes du Waalo, de Nder, qui a motivé un surengagement des armées face à la dignité des Waalo-Waalo. Et c'est comme ça que le lendemain matin, ils ont repris la guerre et ils ont eu cette victoire-là. C'est ça qui a donné la sérénité depuis au Waalo et qui a permis quand même d'installer une zone stable où personne n'a plus osé mettre les pieds pour venir les attaquer. En jeunesse, c'est ce qui explique que le 7 mars, pour nous, est considéré comme le jour où l'Afrique doit célébrer, le Sénégal doit célébrer ses femmes. Parce que c'est le jour où les femmes, imbues de leur dignité, se sont levées pour dire non. Pourquoi est-ce que nous devons aller emprunter ce qui s'est fait à Brigitte? C'est bien. Pourquoi est-ce que nous devons aller emprunter le combat des femmes américaines? C'est un combat qui est bien. Mais les jeunes américaines peuvent s'inspirer de cela. Nous respectons tous ces combats-là. Mais il ne faut pas qu'on dise à nos générations, il ne faut pas qu'on se dise qu'on n'a pas une histoire. Nous ne sommes pas un peuple à histoire. Et c'est le fait que nous ayons ce peuple-là, le fait que nous ayons cette date-là, fait que nous la revendiquons. Pourquoi est-ce que nous la revendiquons, cette victoire-là? Nous la revendiquons parce que même le colonisateur, même l'ennemi mort, dans ses propres récits, retrace ce fait-là. Ce ne sont pas les Waalo qui ont inventé, mais les ennemis eux-mêmes, en chantant et en éduquant leurs enfants, leur disaient toujours « Rappelez-vous de ces femmes de Nder-là ». Heureusement qu'il y a un nom qu'on peut sortir, le nom de la reine. Sinon, on aurait juste dit que c'est des légendes et de la fiction. Donc voilà le contexte global. On est en 1820. En 1820, comme je l'ai dit, la France cherche vraiment de nouvelles terres. Et le Waalo, quand même, a pu... Après cette victoire maintenant, le Braque a quand même s'est imposé. C'est imposé parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Waalo était le laboratoire à partir duquel la France essayait des choses. Comme les Waalo sont têtus, ils sont fiers,
Dès que la France arrive à installer quelque chose, la France se dit ça peut marcher partout en Afrique. Donc c'était le laboratoire qui permettait, dès qu'une politique réussissait, après de fortes résistances, la France pouvait établir cette politique-là. Donc les femmes d'Ender, oui, c'est un sacrifice de femmes dirigé par une femme sans présence d'aucun homme, sans influence d'aucun homme. Et c'est vraiment puissant. Vous racontez cette histoire avec tellement de comment dire, de hargne c'est vraiment puissant. Et moi, ça me fait sourire parce qu'on parle des femmes du Wallo, et en tant que Wallo, les Wallo sont tellement têtus. Je suis en train de rigoler parce que ça me parle. Donc, est-ce que quand on revient sur cette histoire-là, parce que vous avez montré l'acte, vous avez parlé de l'acte symbolique au Sénégal, c'est bien de parler du 8 mars, des batailles en Occident ou en Amérique et tout ça. C'est pas pour les dévaloriser, mais il est important aussi de s'approprier notre histoire. Et donc, du coup, ça me permet de rebondir sur le fait que, est-ce que vous pensez réellement que cette histoire qui a impacté le laboratoire des Occidentaux en Afrique pour mettre en place et pour déployer toute leur stratégie, est-ce qu'elle est encore assez bien racontée pour les générations, que ce soit les générations futures, les plus jeunes? Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce que ça les touche autant jusqu'à présent quand cette histoire est racontée? Oui, quand l'histoire est racontée, les jeunes générations sont touchées. Je voudrais saluer l'excellent travail qui est fait par des chercheurs et des légendistes très sérieux comme Amadou Bakhaw Diaw du Waalo, qui quand même aussi est le descendant de Yori Bolé Diaw et qui essaie de garder ce travail-là. De grands chercheurs comme le professeur Lamane Baye, comme Babacar Mbaye Ndak font aussi ce travail. Il y a aussi des associations qui essaient de faire la promotion. Mais je pense que la vérité des faits est là. Mais c'est sur le storytelling qu'on peut aller toucher les gens. Exactement. Et c'est sur la façon de raconter ces histoires. En allant chercher la vérité historique, on doit l'enrober dans un discours qui parle aux jeunes d'aujourd'hui. À chaque fois qu'on raconte cette histoire, on se rend compte que la réaction des jeunes, c'est « Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu cette information avant? Ah, si j'avais su avant. Ah, si j'avais su avant. » Donc, on pose beaucoup d'actes, comme on le dit, en référence au monde, mais avant, quand on ouvre les yeux, la première chose qu'on voit, c'est sa propre chambre. À chaque fois qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux, la première chose qu'on voit, c'est sa propre chambre. Mais comment ouvrir les yeux tous les jours et voir le monde et imiter le monde? Il y a un proverbe wolof qui dit Kui setani, c'est une cœur de photogul. On va voir le spectacle quand il ne se passe pas chez nous. Donc, il faut réancrer notre regard pour qu'on réapprenne nous-mêmes à repenser nos repères par rapport à notre propre identité. Cette histoire doit être racontée à tous les enfants, à toutes les jeunes filles et à tous les hommes, tous les jeunes garçons avant qu'ils n'aient 15 ans. Ils doivent maîtriser cette histoire parce que cela va permettre aux jeunes filles de se dire « J'ai un corps qui m'appartient, un corps digne. Je ne suis pas un objet qu'on vend. Je suis une dignité humaine. » Mais cela permet aussi aux jeunes garçons de dire à chaque fois qu'il verra un corps de fille, « Ah, ça, si elle était là en l'air, elle serait dans le feu. Je dois respecter cette personne. Je dois respecter sa dignité. Je dois respecter son corps. » Je pense qu'on passerait de l'image d'une femme plaisir, objet de plaisir, d'une femme qu'on doit utiliser comme un matériel social, à l'image de la grandeur de sa propre mère, surtout dans une société qui attribue toute réussite masculine à une femme. Toute réussite masculine. Il est bon de rappeler ça. Ben oui, chez nous, aucun homme ne peut rien réussir dans la vie si ce n'est pas en référence à la qualité de sa mère. Et on le sait, même au Sénégal, pour prendre le cas du Sénégal, même si on parle pour l'Afrique en général, l'homme a beau construire sa maison, la maison s'appellera toujours la maison de Magui. On ne demandera jamais où est la maison de Massamba, où est la maison de Demba, on demandera où est Anakir Aïda, Anakir Ngone. Ça, c'est la force. C'est-à-dire que notre société a une représentation imaginaire qui fait que le pouvoir d'organisation sociale est un pouvoir pour la femme. Et c'est cela qu'il faut le dire. On dit Ligayou Ndeye Agnub Dom.
et on a choisi 3 repas. On dit que 3 repas, il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, mais on a dit le déjeuner. Le déjeuner se passe en plein soleil. C'est un repas visible et c'est un repas sur lequel on peut tricher. On dit l'accomplissement central, les éléments centraux qui font que ta vie d'homme, tu l'as réussi, c'est l'héritage des sacrifices de ta propre mère. Ce n'est pas l'héritage de l'esclavage familial de ta mère, non. Ça, on a réglé cette question-là depuis la charte du Mandé, où il est bien dit que le mariage n'est pas un esclavage. Mais l'investissement d'une femme pour que sa famille tienne, pour que l'éducation tienne, c'est cet investissement-là que va capitaliser l'homme. Donc, l'accomplissement masculin dépend aussi de l'investissement féminin dans cette société. Donc, c'est pourquoi ce récit-là sur les femmes de Nder doit être notre mythe fondateur d'une nouvelle vision de la place de la femme dans cette société du XXIe siècle. Important de rappeler ça. Et est-ce qu'on peut faire des parallèles, comparer entre les femmes de Nder et les comportements des femmes de maintenant? Oh, si, on peut bien comparer. On peut bien, c'est assez facile de le faire. On peut bien comparer. Aujourd'hui, quand je regarde une jeune dame comme la capitaine de l'équipe nationale de basket, la Diop, quand je regarde le parcours qu'elle a fait, comment elle a chuté, les problèmes qu'elle a eus et comment il est revenu, je dis, mais elle ne sait pas quel est le prolongement des femmes de Nder, c'est-à-dire être dans la résilience totale. Quand on parcourt la Casamance et qu'on voit dans les rizières toutes ces femmes qui se lèvent le matin, qui s'enduisent de Touloukouna, qui rentrent on voit la capacité de ces femmes à s'inspirer des modèles positifs pour être debout. Ce n'est pas pour rien que dans le cercle initiatique, les jeunes garçons, avant d'aller dans la réclusion, dans certaines zones de la Casamance, vont dans les rizières, mais n'ont pas le droit de parler aux femmes. Elles parlent avec le Ewan, l'outil, et les femmes les chargent. Ce n'est pas pour rien que le lutteur sérère, quand il rentre dans l'arène, pour être fort, porte le pagne que lui a donné sa sœur ou sa tante. La présence de la femme. Et c'est ce pagne-là qui devient comme on appelle encore, son short de combat qu'on appelle le ngem. La présence de la femme, quand on a peur, quand on se retourne, on a besoin de cette présence-là. Quand on regarde aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat au Sénégal, dans le numérique, quand on regarde les plateformes, on observe, on prend une jeune fille comme Sophie Gueye. Aujourd'hui, on se rend compte que cette femme-là, elle défend des valeurs qui sont des valeurs héritées. Et ce n'est pas quelque chose qu'elle a appris à l'école. Donc, on peut bel et bien dire qu'il y a plein de femmes, des femmes intellectuelles. Je pense beaucoup à Fatou Sow, qui est la commissaire de l'UEMOA, je pense, ou la CEDEAO, qui avait installé un laboratoire genre. Et dans ce laboratoire-là, la question c'était comment faire pour que chaque 7 décembre, on revienne à des valeurs originelles. Ce n'est pas parce qu'elle est originaire du Wallo, mais on a cela. Le dernier cas aujourd'hui pour moi, c'est toutes ces femmes que je vois le matin, à 4h, entre 4h et 5h du matin, se levant, allant chercher des fruits, c'est des légumes, et revenant les vendre pour assurer la dépense quotidienne. J'ai été professeur dans des collèges et dans des lycées pendant très longtemps. Chaque fois qu'il y a une rencontre parents des professeurs, il y a 99% de femmes. Les hommes ne viennent pas. L'éducation de nos enfants est tenue par les femmes. C'est elles qui veillent sur la qualité de l'enseignement, jusqu'au même parfois le choix de l'école des enfants, et c'est elles qui ont le numéro de téléphone. Donc pour moi, ces attitudes-là sont des attitudes extrêmement positives. Maintenant, sur le champ politique aussi, regardons quelle est la place des femmes sur le champ politique. Est-ce que les femmes africaines aujourd'hui sont là pour applaudir et remplir des meetings? Non, ça, c'est dépassé. Donc aujourd'hui, depuis Ellen Johnson Sirleaf, etc., on a des femmes, on a toujours eu au Sénégal des femmes qui se sont imposées depuis Adjana Matoulaye Guène, depuis Caroline Faye, etc., qui portent, dont des stades portent leur nom. Les gens, ils ignorent ça, que ce sont des femmes leaders qui se sont levées et à chaque fois, dans leur discours, elles rappellent Nder. Donc Nder est vraiment la sève nourricière qui permet à chaque fois de dire aux hommes, attention, vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas être devant, je ne peux pas être tête de liste, ce n'est pas possible. Et il faut que vous vous rendiez compte que moi, je suis descendante des femmes de Nder. Je suis descendante par ailleurs de Aline Sitoé Diatta, je suis descendante de. Et quand la parité est arrivée au Sénégal,
Et c'est ça qui est important. Qui a amené la parité au Sénégal? C'est le président Abdoulaye Wade. Ben, c'est Walo, quelque part. Ah ben oui. Daro Wade Ndiaye. Ben, on retourne totalement au Walo. Que quelqu'un, enfant du Walo, et héritier quelquefois entre le Walo et le Sédhiou, mais puisse dire non, on ne peut plus élire une femme, un homme sans élire une femme. On ne peut plus mettre, c'est extrêmement puissant. L'héritage, nous, on est on ne se rend pas compte de la présence de Nder dans nos actes. Et ce n'est pas gratuit si le président Abdoulaye Wade, originaire du Walo, dont Mada Thiam chantait pendant 27 ans d'opposition, ses racines Walo, même s'il est basé à Kébémer, même s'il a fait des études à Saint-Louis, même s'il a une partie maternelle dans la Casamance, ce n'est pas pour rien que ce soit un petit-fils du Walo qui est imposé aujourd'hui la parité au Sénégal. Donc sur le plan politique, je pense que les femmes sénégalaises ont des comportements de dignité. Et je pense que ce soit au niveau syndical, aujourd'hui, j'ai entendu la dernière fois dire « elle est où Bakhaw Diong ?» C'est une femme. Pendant longtemps, les syndicalistes ont pensé que c'était un homme. Mais en réalité, c'est une femme. Qui n'a pas eu l'image de Aïda Ndiaye Badalo? Qui n'a pas eu cette image-là? Qui n'a pas eu cette image de cette femme qui drainait des millions et des millions d'hommes derrière elle et qui les tenait en bride et qui se faisait respecter? Donc, moi, je pense que dans chaque domaine, on a des Diouma Diakhaté, on a les Kolesso Ardo, on a les Oumoussi, etc. Et dans le domaine musical, je pense que si on regarde le comportement de Coumba Gawlo Seck aujourd'hui, quand on regarde avec quelle fierté elle tient seule sa carrière, et à chaque fois qu'on lui pose la question, quand est-ce que tu vas te marier, sa réponse est évidente. Qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Elle n'a absolument rien raté dans sa vie. Et je pense que ça, ce sont des sujets qu'on doit partager avec les jeunes d'aujourd'hui. Parfaitement. Vous avez dit dans vos propos, vous avez parlé du fait que il faudrait un fort storytelling. Il faut que nous ayons une nette histoire aux jeunes, au plus tard à leurs 15 ans. Il faut qu'ils l'entendent. Et ça me fait rebondir sur le fait que la corrélation entre la culture et l'histoire dans notre société, comment on devrait plus la mettre en avant, surtout la culture, bien sûr. Mais Voilà. Un enfant ne peut pas pleurer pour un jeu dont il ignore l'existence. Donc, quand on construit la conscience d'un enfant entre 0 et 7 ans, et Amadou Hampâté-Bâ le dit très bien, c'est-à-dire qu'un enfant, l'organisation de la vie en Afrique, c'est basé sur des cycles de 7. De 0 à 7 ans, l'enfant est exclusivement avec sa maman, qui lui transmet les comptines, les comportements, les discours de la chambre. De 7 à 14 ans, il est avec ses frères aînés ou ses sœurs aînées. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. De 14 à 21 ans, il est avec les adultes du quartier et les adultes du village. C'est à partir de 21 ans, quand il a fini l'initiation, qu'il a la responsabilité de fonder une famille. Et à partir de 28 ans, il rentre dans le cercle de décision. Donc, c'est comme ça que notre société a fonctionné. Même quand l'école française est arrivée, on a imposé d'amener nos enfants à 7 ans. Donc, quand on a construit l'imaginaire de cet enfant-là, on doit irriguer cet imaginaire de tous les discours. Xalé bokoy netali ci gonem dang koy netali lo xamne dina tax jomam taxaw, dina tax ngorom taxaw, dina tax mu xam bopam. Lool mom motax ñu leen daan wayal ay way yo xamne way yi dañ leen di fondé. Kuy laal ma demba. Et on lui dit sama dom dundal. Bo dundé di nga feral samay rongoñ. Quand tu grandiras, tu sécheras mes larmes. Xalé bi dañ koy charger très tôt d'une responsabilité mu xam ne moom dafa war a màgg te su màggee dafa war a am jom te soo amee jom il doit être ni ñu koy waxee ci sax il doit être le porte-flambeau. Kanam dañ koy sas. Waaw dañ koy sas. Et on lui chante une autre berceuse, on lui dit Saloum ñaari néeg la ñetteel ba di waañu buur la. Saloum est fait de 3 chambres. Et les 2 sont royales et la 3e c'est la cuisine. Mais réfléchis bien. Xale bi dégg way boobu ñaari néeg la da ngay góorgóorlu ba samp sa néegu bopp parce que buur dafa samp néegu boppam boo ko sampul ca waañ wa nga jëm waañ wa c'est soit tu fais partie des gens qui imposent des ordres soit tu feras partie des gens à qui on impose des choses et c'est ton choix. Donc booy construire imaginaire xale quand on construit l'imaginaire de cet enfant-là da ngay construire imaginaire boobu à partir de récits positifs. Malheureusement on construit à partir de récits négatifs. Xale bi léegi bu ci doon lu muy dégg
dem rek génn rek Afrique baaxul. Qu'est-ce qu'on lui montre de l'Afrique? Lu ñu koy won ci Afrique, c'est très simple. C'est la misère, c'est les guerres, ça existe, hein. Ça doit être montré. Mais il y a autre chose qui existe aussi. Ce sont ces récits fondateurs-là. Je pense que beaucoup de jeunes auraient dû changer leur rapport à l'Afrique si très tôt on leur avait expliqué les récits héroïques de l'Afrique. Mais dañ lay bañloo sa bopp. Nit soo ko bañloo boppam mënut a bëgg keneen. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. On ne peut pas être empathique si on n'est pas amoureux de soi-même. On ne peut nit du joxe lu mu xamul, du joxe lu mu amul. Quelqu'un qui n'a pas d'argent ne peut pas offrir de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'amour ne peut pas donner de l'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie ne peut pas donner de l'empathie. Et on ne peut pas avoir de l'argent si on ne travaille pas pour l'avoir. On ne peut pas avoir des valeurs positives si on ne les a pas implantées. Et l'illustration que je donne, c'est comment s'appelle le caractère d'une personne. Ah voilà, ça s'appelle jikko. Ouais. Quand on coupe le mot, tu as dit, semer, ko, impératif, sème-le, fais-le. C'est-à-dire xale bi ni nga bëgg mu mel, yow yaa ko ci def. Tu veux qu'il aime l'Afrique, raconte-lui une Afrique qui le fasse rêver. Tu veux qu'il défende l'Afrique, raconte-lui les choses qu'on a faites à l'Afrique et qu'on ne doit pas faire à l'Afrique. Tu veux qu'il aime son village, très tôt qu'il comprenne comment son village a été fondé. Tu veux qu'il aime sa famille, présente-lui les meilleurs atouts de sa famille. C'est ce storytelling-là qui manque. On a un récit négatif sur l'Afrique. Et comme on le dit, ben voilà, ce récit-là, c'est nous qui le construisons et qui le transmettons aux enfants. On a un sacerdoce. Sas ngeen ñu, en fait. Ah ben oui. Que ñu mun a raconter de belles histoires et avoir un beau storytelling. Ben votre génération a ce devoir-là. Oui, on a Votre ce génération devoir. a ce devoir parce que vous êtes la génération qui a tenu un pan de ce legs. Mhm. Vous avez eu des mamans qui ne vous ont pas laissé faire ce que vous vouliez faire. Vous avez eu des papas qui ne vous ont pas laissé faire ce que vous vouliez faire. Et cette génération a l'obligation de réussir ce que nous avons réussi, ce que nous n'avons pas pu faire. Parce que la réussite dans la vie, la richesse, ça s'appelle am-am. Mhm. La richesse. Les biens s'appellent halal. Mais la richesse, elle s'appelle am-am. Am-am, c'est quand on te dit am, tiens, tu dis aussi tiens. Le savoir, ça s'appelle kham-kham. Quand tu sais, tu fais que les autres aussi soient en possession du savoir. Donc, celui qui ne transmet pas, c'est lui qui a échoué. Et il y a une phrase que j'aime bien. On dit tu ne dois pas faire perdre l'aiguille. Mais l'aiguille sert à quoi? On aurait pu utiliser la lame qui sépare. On a utilisé l'aiguille qui permet, avec son chat, de prendre un fil et de coudre les liens entre les différentes générations. Donc, votre génération a l'obligation, et c'est pourquoi je salue cette émission-là, ce podcast-là, parce que votre génération a l'obligation de nous faire asseoir, nous, et de nous dire, parlez-nous. Parlez-nous. C'est un devoir que vous avez. Et maintenant, si nous refusons, c'est de notre irresponsabilité. Mais si vous ne créez pas des espaces de réception, il y a aussi beaucoup de prudence, parce qu'on ne sait pas ce que les jeunes veulent faire de l'héritage qu'ils tiennent. En tout cas, on se bat pour les héritages financiers. On se bat pour les maisons que nos papas nous ont laissées, les voitures que nos mamans nous ont laissées. On se bat pour ça. Mais si on ne se bat pas pour notre culture et notre patrimoine immatériel, nous disparaîtrons du monde. Et qu'est-ce que vous pensez que les femmes de Nder, suñ fi nekkoon instant bi nii suñu gisoon ñun les femmes de cette génération-là, comment elles agissent? Qu'est-ce qu'elles allaient nous donner comme conseil? Que dirait-elle aux jeunes? Je les imagine, moi, entrer chez moi et parler à mes filles. Mhm. Je pense que la première chose qu'elle leur demanderait, c'est d'arrêter de se dépigmenter, Bien sûr. de garder leur dignité, de valoriser la peau noire. Parce que se dépigmenter, c'est refuser qui on est. C'est considérer que la peau noire est une tare. Alors que quand on regarde l'œil, c'est ce qui est noir qui fait voir dans l'œil. C'est pas ce qui est blanc. Ce qui est blanc n'est que le support de ce qui est noir. Mhm. Et je pense que la deuxième chose qu'elle dirait à ces femmes-là, c'est que à ces jeunes filles, c'est que nous avons refusé que notre corps soit violé. Parce que notre dignité, c'est notre corps. Donc, elle ne comprendrait certainement pas pourquoi aujourd'hui on vend un corps pour gagner de l'argent. Je pense qu'elle se battrait beaucoup contre la prostitution. Elle se battrait contre la dégradation de l'image de la femme. Elle se battrait aussi contre l'attentisme. Parce que ce sont des femmes qui n'ont pas dit on va attendre que les hommes nous disent ce qu'il faut faire. Elles ont pris la décision, parce qu'il y avait une femme leader, elles ont pris la décision
en disant cette décision protège aussi les hommes. Parce que si ces gens-là violent leurs femmes, demain dans le récit guerrier, l'humiliation sera plus grande, non pas par la défaite, mais par le fait qu'ils aient pu accéder à nos corps. Et je pense qu'elle demanderait aussi aux jeunes femmes qui sont dans des combats positifs, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des professeurs, qui sont des chercheurs, qui sont des médecins, elle leur dirait, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Notre sacrifice n'a pas été vain. N'a pas été vain parce qu'aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous avez 32 ans, vous êtes chef d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes jeune marié, vous êtes jeune célibataire, mais vous tenez votre métier. Aujourd'hui, vous faites partie du groupe des Sénégalais qui ont fait voler le premier satellite sénégalais. Il leur dira aussi aujourd'hui, vous êtes revenu représenter le Sénégal en ayant un grand prix de récitation de Coran, ou bien vous êtes Miss Mathématiques, vous êtes Miss littérature, etc. Elle valoriserait certainement toute cette génération de jeunes leaders de femmes et pour leur dire que notre sacrifice n'est pas vain. Mais je pense que le message final qu'elle dirait avant de se recoucher, c'est méritez-vous notre sacrifice? C'est la question qu'elle poserait. Avez-vous conscience, oui ou non, de notre sacrifice? Si oui, vous-même répondez à cette question. Est-ce que vous méritez ce sacrifice? Et chaque jeune femme doit pouvoir répondre positivement à cette question ou négativement. Et j'espère que les réponses positives seront plus nombreuses. On espère. On ne peut pas ne pas clôturer l'épisode sans un dernier mot de vous. Qu'est-ce que vous voulez nous laisser? J'ai commencé par dire que mon truc à moi, c'est le partage. Qu'est-ce que vous souhaiterez nous laisser pour ce premier podcast dédié au mois de la femme? Mais ce que je voudrais laisser, c'est le dernier mot sur lequel vous avez chuté avant de me relancer, c'est le mot choix. La vie, elle est faite de choix. Et chaque femme africaine aujourd'hui doit se dire quel est le choix que j'ai fait pour ma vie actuelle et quel récit est-ce que je suis en train de construire pour l'Afrique. Parce que toute femme doit mesurer l'impact de son discours, de ses actes sur la société. Sur la société. Une femme éduquée, c'est toute une société qui est éduquée. Une femme pervertie, c'est toute corrompue, c'est toute la société qui est corrompue. D'ailleurs, il y a même une belle image. On dit, quand des femmes sont bien éduquées, elles ne restent jamais à la maison. Il y a toujours un homme qui les aimera tellement qu'il aura envie de partager sa vie avec. Mais quand les hommes sont mauvais, ils restent à la maison. C'est extrêmement puissant. Donc, je pense que le 8 mars aussi doit nous permettre, ce mois de mars, doit nous permettre de réinterroger nos combats féministes. Nous sommes féministes par rapport à qui? Par rapport à quoi? En référence à quoi? Pourquoi aller emprunter des slogans en Europe pour réclamer des choses qu'on avait avant? Comment se battre pour les récupérer? Pour que la place de la tante paternelle, qui est là, qui décide devant les hommes, que cette place-là revienne. Pour que la place de la tante maternelle, qui est représentée par l'oncle dans la mosquée, revienne. Pour que les cercles d'éducation dans lesquels les hommes n'avaient pas le droit à la parole, ces cercles-là reviennent. Si on réinterroge notre culture et notre patrimoine, nous nous rendrons compte que c'est l'école française qui nous a fait perdre beaucoup concernant le pouvoir et la place de la femme dans la société. Parfois, on accuse le patrimoine, on accuse les traditions, mais les traditions n'ont pas demandé de laisser les femmes derrière et de construire un monde. Le patrimoine nous dit, Dieu créa l'homme, l'homme voulait être plus intelligent. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et l'homme lui a dit, moi, je veux l'intelligence des anges. Et Dieu a donné à l'homme l'intelligence des anges. 2 jours après, l'homme est revenu voir Dieu pour lui dire, je veux l'intelligence des prophètes. Et Dieu a mis dans la tête de l'homme l'intelligence prophétique. Alors, 4 jours après, l'homme est venu, l'homme masculin est venu, a dit à Dieu, je veux l'intelligence divine. Dieu lui a dit, est-ce que tu es prêt à accueillir cette intelligence? Il dit oui. Selon la tradition africaine, Dieu a pris l'intelligence divine, l'a mis dans le corps de l'homme, et c'est là que l'homme s'est transformé en femme. Méditons cela. Pour ceux qui disent que l'intelligence est exclusivement dévolue à l'homme, on nous dit, toute femme est un homme qui a une intelligence divine. Merci pour ce partage, professeur. Vraiment, ça nous laisse méditer sur le choix. Le choix, la vie est faite de choix. Choisir, c'est renoncer.
qu'est-ce qu'on veut choisir, qu'est-ce qu'on veut continuer, qu'est-ce qu'on veut perpétuer. C'est important. Merci à tous. Merci d'avoir partagé ce premier épisode avec nous. Abonnez-vous, likez-nous sur nos pages. On vous prévoit beaucoup de surprises, plein de belles choses à partager déjà pour ce mois dédié à la femme, qui était important pour nous de le lancer à cette période. Et il y aura beaucoup d'invités. Et comme je vous ai dit, mon nom c'est Latifa et mon truc à moi c'est le partage. On partagera beaucoup de choses sur la société et comment on peut faire nos choix et aller de l'avant, construire de belles choses tous ensemble. Merci à tous. Je vous embrasse.